Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Maître. Bonjour Sébastien. Et bonjour, et Merci, merci pour l'invitation. avec plaisir. Merci à toi d'intervenir sur le podcast. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et parler un peu de ce que tu fais dans le monde du sport? Alors, je suis enseignant à l'UFR STAPS de Clermont-Ferrand, où je suis en charge de la partie, de l'option haltéro-musculation, rattachée à la filière entraînement sportif. Voilà, sur mes fonctions, pro, on va dire. Et parallèlement, même si c'est beaucoup moins le cas actuellement, j'entraîne en tant que à la fois préparateur physique et à la fois en tant que spécialiste, on va dire, en sport de force, voilà, pour synthétiser. OK. Est-ce que tu pourrais, résumer un peu ton parcours qui t'a fait amener justement vers, l'haltérophilie et la force athlétique? Alors pour le parcours, académique, je suis en STAPS évidemment. Voilà, j'ai fait un parcours STAPS, filière entraînement sportif, l'origine d'ailleurs des premières, options entraînement sportif qui existaient puisque historiquement la STAPS, c'est fait pour faire devenir, des jeunes, profs de PS et la filière entraînement était pas du tout, développée donc j'ai fait un peu les frais aussi du des premiers développements des filières entraînement qui ressemblaient pas du tout à ce que vous avez la chance, vous les jeunes, de vivre, ni en termes de contenu, ni en termes de compétences, ni en termes de, j'allais dire même d'accès matériel à des salles notamment d'haltérophilie, puisque des, des UFR Stabs qui comptaient sur la pratique, qui était, je pense, au nombre de deux en France. Voilà, donc c'était quand même assez limité. Donc moi, je suis filière Stabs, je suis allé jusqu'au doctorat que je n'ai pas achevé. J'allais dire pour des raisons professionnelles, puisqu'après je suis rentré à Saint-Cyr, puis donc à l'école interarmée des sports en tant qu'officier spécialiste sport, où je formais les éducateurs sportifs de l'armée pour devenir des moniteurs de PMS. Voilà. Et sur ma partie, bah, du coup, sport de force, moi j'ai pratiqué, justement quand je suis rentré en STAPS, je pratiquais déjà la musculation et la force athlétique. La haltérophilie est venue beaucoup plus tard, en contact avec des spécialistes. Voilà, donc moi j'ai toujours œuvré dans le milieu de la musculation et de la force, à la fois en tant que bénévole et à la fois en tant qu'entraîneur. OK. Bon, bah, ça fait un beau parcours. Donc là, on va parler un peu plus du coup, d'haltérophilie, force athlétique, dans la préparation physique parce que c'est aussi des sports, à part entière. Est-ce que tu pourrais, citer les intérêts, les avantages de l'haltérophilie dans les autres sports et le type de transfert qu'on va retrouver, par la suite chez les sportifs? Alors, déjà en introduction, je dirais qu'il faut pas voir l'haltérophilie dans la prépa physique. C'est ce qui est souvent un peu rédhibitoire parce que j'allais dire, on pourrait faire presque un parallèle entre la gymnastique et le crossfit, mais quand on propose de l'haltérophilie ou quand on intègre de l'haltérophilie dans le cadre de la prépa physique, il faut pas avoir pour objectif de transformer les sportifs quels qu'ils soient, dans quelque discipline que ce soit, et les faire devenir des haltérophiles. C'est ça la première des nuances. C'est-à-dire que l'haltérophilie, c'est un outil qu'on va adapter au profil de sportif que l'on va avoir à gérer. L'idée, c'est pas de les transformer en haltérophiles. Ça, c'est le premier des critères. Donc, en fonction du temps qu'on va avoir, des moyens, surtout qu'on va avoir en termes matériels, et des objectifs, on va dégrader, entre guillemets, alors c'est pas péjoratif quand je dis ça, on va dégrader un petit peu l'outil de manière à le rendre accessible, simple et transférable. C'était l'introduction. Donc, en quoi ça peut être utile pour les sportifs? Bah, notablement parce que dans la majorité des sports, majoritairement sport de terrain, hein, sport collectif, mais dans tous les sports de manière générale, on a besoin d'une triple extension
qui va nous permettre, à un moment donné, de transformer des phases d'accélération en développement de puissance, etc., etc. Et l'outil Altero va nous permettre d'optimiser cette triple extension par l'ajout de charges ou de surcharges qui vont être automatiquement transférables dans l'activité. Euh, et alors, je répète, la limite de l'outil, l'outil est immensément puissant, pour le coup, en termes de développement de la puissance, à la condition que, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de mode dégradé, que l'on l'utilise et qu'on sache l'utiliser de manière à pouvoir retranscrire un minimum de qualité technique sur des qualités physiques. C'est-à-dire que un individu, c'est pareil pour le squat, si on prend sur des exercices très simples comme le squat, si je ne sais pas squatter, si je ne sais pas garder la verticalité, je ne pourrai pas accélérer ma charge. Donc faire du squat complet, si on n'est pas capable de garder la trajectoire, si par exemple je passe en rétroversion en bas du mouvement parce que j'ai décidé de descendre, parce qu'on m'a dit de descendre, mais qu'au final, la trajectoire de la barre, elle n'est pas du tout adaptée pour la production de puissance, ça n'a aucun intérêt. Donc l'haltérophilie, c'est pareil. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de tirer une barre du sol sans garder la trajectoire pour optimiser la vitesse, ça ne sert à rien de mettre des éducatifs ou du travail technique avec une barre au sol. Si déjà, quand on est en suspension, donc départ au genou, on n'a pas une trajectoire qui est correcte. Et la plupart du temps, on s'aperçoit que pour des sportifs non professionnels, mais pour des sportifs qui ont plus ou moins de temps à pratiquer l'haltérophilie, ne serait-ce que déjà un apprentissage technique correct en suspension permet d'acquérir des gains relativement importants, voilà, sans avoir besoin d'aller chercher un travail au sol. Après, dans l'idéal, évidemment, comme chez les haltérophiles, il est évident que de mettre la barre au sol et d'avoir un travail au sol va permettre d'avoir des accélérations beaucoup plus importantes et des gains de puissance plus importants. Encore une fois, à la condition que le mouvement ne soit pas dégradé parce qu'on met la barre au sol. Voilà. Et souvent, on veut reproduire ce qu'on voit dans les réseaux ou voilà, sans maîtriser l'outil. Et on s'aperçoit qu'en fait, en exagérant, hein, si c'est pour faire du good morning avec lors d'un arraché, ça sert pas, voilà, en termes de production de puissance, ça sert pas à grand-chose. Voilà. J'ai essayé de faire condensé et simple. Voilà. Mais la maîtrise de l'outil, c'est la clé, voilà, entre guillemets, déjà pour le préparateur physique. Ouais, donc il y a tout un apprentissage technique. Tu as parlé de la triple extension. Euh, comment est-ce qu'on pourrait pas faire juste du squat ou juste du soulevé de terre avec la triple extension? Comment on choisit si on se dit là je vais faire de l'haltérophilie ou alors un mouvement de base? Comment Si, tout choisir? à fait. Là. Alors le soulevé de terre, je dirais, on pourrait tout à fait. Alors, du coup, on va faire un mix entre le soulevé de terre et l'haltéro. Un soulevé de terre à la trappe barre aurait une certaine logique parce que là, effectivement, je suis en capacité de pouvoir garder une certaine verticalité. Je vais reprendre ce que j'ai dit juste avant. Alors là, sur les réseaux, il y en a plein. En plus, c'est la mouvance en ce moment du soulevé de terre de rond et d'expliquer que bah, c'est comme ça qu'il faut qu'il soit fait. Peut-être en compétition de force athlétique, si c'est validé, pourquoi pas. Par contre, Mm. en termes d'accélération, quand on fait un soulevé de terre de rond, comme si on fait un arraché de rond ou un épaulé de rond, l'accélération, elle n'existe plus parce que justement, il y a une maîtrise corporelle qui va viser à ne pas chuter, entre guillemets, à ne pas être déséquilibré. Et donc, à partir du moment où on essaie de lutter contre un déséquilibre, on n'accélère plus. Le problème, il est là. Donc, on peut très bien utiliser le squat pour la triple extension. On peut très bien utiliser le soulevé de terre pour la triple extension, à condition qu'encore une fois, on ait une technique suffisamment aboutie pour garder la verticalité, parce que dans la triple extension, quand on fait un saut, si tu fais un lancer franc en basket, si tu fais un shoot au hand, si tu fais un contre-volley, si tu fais une tête au foot, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas gérer une triple extension avec une certaine verticalité, alors qui peut amener avec un déplacement antérieur, mais ça a une logique motrice avec ce qu'on appelle un pattern moteur qui a une séquence spécifique qui va faire que ma séquence va me permettre d'optimiser ma vitesse d'extension. Donc, si je fais un squat en le faisant de rond, j'ai plus cette logique de triple extension, j'allais dire verticale, mais il n'y a aucun problème à utiliser le squat ou le soulevé de terre, majoritairement quand même le squat, pour gérer pour gérer de la triple extension. Ça pose pas de problème, encore une fois, si la technique gestuelle permet véritablement l'accélération. Donc, encore une fois, développement de puissance égale accélération. S'il n'y a pas d'accélération, il n'y a plus de puissance. C'est aussi simple que ça. Et donc, on n'est plus dans le créneau recherché.
Ouais, bien sûr. Mais du coup, admettons, j'ai un sportif qui maîtrise le squat et on va dire par exemple l'épaulé. Je veux travailler avec lui la puissance et notamment la triple extension. Est-ce que j'aurais plutôt tendance à choisir le squat ou l'épaulé? Et bah, l'épaulé, du coup, on aurait de la coordination en plus avec les bras. Ça Ouais, dépend du déjà. sport. Ça dépend du Mais dans sport. tous les sports, il faut. Je suis d'accord. Et en plus, dans tous les sports, il faut de la coordination. Donc, même au foot, par exemple, où on ne se sert pas forcément des bras, on n'est pas sur. Il n'y a pas la même gestuelle qu'au hand ou qu'au rugby ou au basket, d'ailleurs, pour le coup. Malgré tout, dans la logique, si tu demandes à quelqu'un sans réfléchir de faire un saut, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir un allègement segmentaire avec l'utilisation de ses bras. D'accord? Hormis dans les tests comme un CMJ, bras sur les hanches, dans toute la gestuelle sportive, génère même dans toute la gestuelle humaine, de manière générale, si tu veux sauter, automatiquement, tu vas te servir de tes bras pour encore une fois, essayer d'accélérer encore plus les masses et avoir une meilleure efficacité. Donc, la logique de l'épaulé, par exemple, alors ça pourrait être pareil pour l'arracher, hein, mais si on disait l'épaulé, elle a une logique, et comme tu le dis, il y a une notion de coordination. L'avantage, pour le coup, c'est ça qu'on pourrait passer ça sur un deuxième créneau, mais ou une deuxième étape. L'avantage de l'haltéro par rapport à des mouvements, même s'ils sont polyarticulaires comme le squat, c'est qu'on a quand même une coordination beaucoup plus aboutie sur les mouvements d'haltéro qu'on les a sur le squat. Donc on peut tout à fait, dans un premier temps, aborder l'amélioration de puissance par le squat, mais à un moment donné, encore une fois, hormis faire du squat sauté, j'exagère un petit peu, ou finir en pointe de pied, on n'aura pas les mêmes niveaux d'accélération qu'on va avoir sur des mouvements d'haltérophilie. Donc moi, je prêche plutôt en disant, même si je répète, chez le débutant, le squat est tout à fait à préconiser, mais il vaut mieux voir le squat comme étant quelque chose qui va me permettre d'améliorer mes paramètres de force, parce que je vais pouvoir utiliser des charges un peu plus lourdes, même si je cherche quand même à accélérer, bien évidemment, et je vais utiliser l'haltérophilie pour retranscrire ou transférer ces charges lourdes sur un travail d'accélération, et notamment, en plus, un focus particulier sur la coordination. Ouais, ouais. Mais du coup, C'est comme là, ça que je répète, c'est comme ça que moi je vois c'est comme ça que moi j'entraîne et c'est comme ça que je vois les choses. C'est retranscrire les gains de force sur un travail un peu plus technique. Les haltérophiles, eux, ils se posent pas la question. Alors, ils font évidemment la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont un gros travail de squat. Les haltéros, ça squatte entre 4 et 5 fois par semaine. L'idée, c'est d'optimiser la force des membres inf et de la retranscrire sur le travail de l'haltéro. Mais je peux aussi, il est bien évident que quand je fais un épaulé ou un arraché, notamment si je le fais en flexion, je vais quand même avoir des gains de force, notamment chez les débutants, qui vont là aussi être aussi efficaces que je pourrais avoir sur un squat. Mais malgré tout, voilà, on sait très bien qu'on n'utilisera pas les mêmes charges sur un arraché au niveau des contraintes sur le membrane que ce qu'on va utiliser sur un squat traditionnel. bien sûr. Ouais, ouais. Et du coup, on parle de coordination. Bon, on a pris l'exemple de l'épaulé où du coup, on va voir le mouvement de l'épaulé. Comment tu pourrais expliquer que la coordination qu'on a du coup entre le bas du corps et le haut du corps, on retrouve pas du tout le même mouvement, par exemple, lors d'un saut, je sais pas, lors d'un geste avec les bras, tu vois, c'est pas la même coordination avec les bras. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comment on Je pourrait vois, vraiment et en dire même ça, là, temps, comment ça se transfère finalement? Est-ce que même si alors, c'est pas le même mouvement, on a vraiment un alors, transfert? au sens, enfin, à l'analyse vidéo, on dira que c'est pas le même mouvement, mais il n'empêche que même sur un saut en longueur, la notion de triple extension, elle, 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 elle utilise le même schéma moteur. Alors après, il y a une petite différence en termes de vitesse d'extension de hanche, de placement du pied, etc. Parce que bah, la pose de pied se fait vers l'avant et en fait, on fait un culbuto. Si tu as déjà vu l'analyse d'un saut en longueur, on va aller poser le pied relativement loin devant et se servir de ce bras de levier pour se propulser en avant. Mais la logique de propulsion, la logique d'extension, elle reste la même. Donc, même si les bras ne sont pas exactement placés dans un geste sportif comme ils le sont sur une gestuelle altéro, il n'empêche que la coordination et l'enchaînement de séquences membre-inf, membre-sup, elle reste à peu près la même dans tous les cas. Quand tu fais un tir au hand, tu fais une extension, tu es à 9 mètres, tu fais un tir, tu fais une extension, tu as le bras dans la main. Effectivement, tu n'as pas une barre d'haltéro, mais dans la logique, ton bras, il s'étend au moment où tu vas finir de générer ton extension membrane. Donc, dans la logique motrice, il y a des choses qu'on va retranscrire de manière quasiment identique. Voilà. Même si c'est pas évidemment,
exactement le même geste, on est bien d'accord, mais dans une logique motrice, on est sur ce schéma-là. Après, ce qui va changer, c'est les angulations dans la propulsion qui vont faire que les angles de flexion sont pas toujours, toujours identiques, mais de mon point de vue, on est sur quelque chose de globalement similaire. Voilà. Et en tout cas, qui est transférable. C'est ça la logique globale. C'est le timing finalement le timing membre 1, membre sub qu'on va retrouver. C'est ça la logique. D'accord. Ce qu'on appelle justement, ce que je dis tout le temps, ce qu'on appelle les patterns de recrutement. C'est-à-dire que on crée, alors on crée grâce au sport, à la spécialité sportive, mais on crée aussi grâce à de la gestuelle altéro, ce qu'on appelle des patterns de recrutement, c'est-à-dire un séquençage. On se crée une carte motrice au niveau nerveux, un séquençage d'actions, d'articulation, d'action, d'agencement d'action, avec un tempo très particulier et des intensités très particulières qui me permettent justement d'aller générer le geste optimal. Donc, voilà, je répète là-dessus, notamment sur la partie extension et transfert de force membre inférieur, membre sup, l'haltérophilie reste l'outil de référence, quoi. Ouais. Tu as parlé que l'haltérophilie, ça développait la puissance. Maintenant, dans la préparation physique, on parle de puissance, des fois on parle de puissance force, puissance vitesse, Ouais. d'explosivité aussi, donc associé au RFD, force explosive, tout ça. On sait que c'est pas tout à fait la même chose, mais est-ce parce que c'est des qualités physiques qui sont quand même intimement liées, est-ce qu'on peut mettre Mhm. l'accent sur une de ces qualités physiques, ou alors Alors c'est j'allais dire, ouais, alors encore une fois, à partir du moment où l'outil est maîtrisé, le spectre de charge qu'on va pouvoir utiliser, il est infini, enfin il n'est pas infini, mais entre guillemets, on peut aller de 0 à 100. Donc, si je peux maîtriser toutes les charges, je peux me balader dans le spectre de la relation force-vitesse. Si je suis sur des charges très légères, je serai plutôt sur de la force-vitesse. Si je suis sur des charges plutôt très lourdes, je serai sur de la. J'invente rien quand je dis ça, évidemment, mais je serai plutôt sur des paramètres de puissance-force. À la condition, encore une fois, que le geste se dégrade pas en mettant de la charge. Tout le monde est capable de sauter avec une barre bras tendu, hein. Tu fais un départ un exemple très simple de travail de force-vitesse pour le coup, avec l'outil altéro. Tu te mets en suspension haute au-dessus du genou, barre à vide, prise de barre d'arraché, et tu demandes à l'individu de faire une triple extension avec un saut en gardant les bras tendus, dans la mesure où pour l'instant il maîtrise pas exactement l'arraché. Tu peux très bien travailler le spectre vitesse. Si maintenant l'individu il maîtrise l'outil, tu peux lui faire faire exactement la même chose sans tirer sur une barre d'arraché, juste avec un saut bras tendu, avec une charge lourde. Voilà, à la façon d'un tirage, presque à la façon d'un tirage haut en façon panda poule, mais tu peux très bien le faire en façon athlétique, c'est-à-dire saut avec une barre. Donc, en fonction du niveau de l'athlète et de la maîtrise que toi tu vas aussi avoir, parce que c'est quand même à toi de le piloter, tu peux utiliser des outils très simples, basiques, et après tu peux aller sur des outils plus complexes, parce que évidemment les mouvements complets d'haltéro restent des éléments très complexes à maîtriser, organiser. Mais donc, pour revenir à la question de puissance, tu peux travailler sur tous les spectres. C'est une question de charge. À partir du moment où l'outil est maîtrisé, le seul paramètre qu'on va faire varier, c'est la charge, puisque par définition, si on maîtrise l'outil, la gestuelle restera la même, quel que soit. Et ça, c'est la grande force des haltéros, des vrais haltéros, qui ne font que de l'haltéro, c'est que quand tu regardes leur mouvement sur des charges max, il n'y a pas de dégradation de la technique. Donc, ils peuvent utiliser, et c'est bien pour ça qu'ils sont hyper puissants pour le coup, parce qu'eux, ils peuvent utiliser le maximum de charge, donc le maximum de force, sur des mouvements techniques. Et ça, c'est la problématique de la prépa physique, c'est qu'encore une fois, si le bagage n'a pas été acquis relativement jeune, et qu'on veut intégrer ça chez des seniors, des adultes, ou en tout cas début de carrière éventuellement pro, où il n'y a pas eu du tout de bagage altéro, il est très 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 compliqué d'utiliser l'altéro comme un outil puissant de développement de la puissance, parce qu'on n'a plus le temps de leur apprendre à faire, encore une fois, de l'altéro, même des fois en semi-technique. Ce qui est dommage, puisque, encore une fois, si l'outil avait été partiellement maîtrisé avant, on pourrait s'en servir comme outil de développement de la puissance. Ouais, tout à fait. Je voulais y venir, par rapport à l'âge, mais avant j'avais une question par rapport à l'apprentissage.
quand on apprend les mouvements d'haltérophilie complets, hein, type épaulé jeté, tout ça, à partir de quand on peut dire à l'athlète, enfin, quels indicateurs nous montrent qu'on peut dire, ah bah là, la technique, elle est correcte, on peut commencer à bosser vraiment la puissance avec une technique complète. Bah alors ça c'est là pour le coup, ça c'est le gros avantage. Pas, je vais chambrer, hein, je fais exprès, mais ça c'est l'avantage de l'entraîneur de l'haltéro par rapport à celui qui est à Basic Fit, c'est-à-dire que regarder ce qui se passe sur une presse à cuisse, j'allais dire c'est à peu près accessible à tout le monde. Ouais. Regarder ce qui se passe sur un arraché, être capable de le corriger, ça demande un peu plus de métier. D'où l'importance pour les prépas physiques, les jeunes comme vous, de vous former très tôt à l'outil et d'encadrer très tôt, parce que c'est pas juste en regardant les réseaux sociaux qu'on peut, on peut se prétendre en faisant d'altéro. Ça demande, j'allais dire, ça demande presque plus de temps que d'apprendre à pratiquer et à maîtriser l'outil. Mais quoi qu'il en soit, ben, c'est ton œil à toi, c'est votre œil aguerri qui dira oui, j'estime que le placement de départ à mon arraché il est correct ou à mon épaulé il est correct, le dos il est pas rond, etc. La réception elle est correcte, la triple extension elle est complète et mon athlète il saute pas à mettre en avant ou à mettre en arrière, donc a priori il maîtrise suffisamment bien l'outil pour que je puisse commencer à charger. Encore une fois, d'où l'importance de commencer assez tôt. Alors euh, un des freins, il est très enfin, il y en a deux freins, mais un des premiers freins qu'on peut rencontrer, notamment sur des structures qui ne sont pas des structures pro, c'est le manque de moyens matériels. C'est sûr que quand on n'a pas de plateau, quand on n'a pas de barre d'haltéro et qu'on n'a pas l'outil, bah, c'est compliqué d'enseigner la pratique si on n'a pas un minimum de matériel. Pour autant, comme je dis, on peut prendre l'exemple des salles de CrossFit. Quand on a des bâtons ou des PVC, on peut très bien déjà apprendre une gestuelle global sans mettre de charge. Voilà. Et encore une fois, si j'allais dire à l'image de quand on veut faire de la corde à sauter, on fait de la corde à sauter, on ne rajoute pas de choses particulières. Ce serait pareil pour l'haltérophilie. Au départ, j'utilise ce que j'ai sous la main, un bâton. À partir du moment où c'est fait correctement avec un bâton, on va pouvoir passer sur de la charge. Et voilà. Donc, le critère, c'est si visuellement j'estime. Et après, chaque entraîneur a sa façon de voir si c'est correct ou pas. C'est comme dans tous les sports. Et si on reprend l'exemple de mon squat, il y en a qui vont vous dire ouais, le squat il est bien, et d'autres vont vous dire non, le squat il est pas bien. Voilà, ça c'est aussi un aspect à la fois de pratiquant et d'expertise. Mais voilà, quand on estime que le mouvement est fait correctement, dès qu'on estime que c'est fait correctement, on peut charger, il n'y a aucun problème. Parce que par définition, s'il est fait correctement, le risque de blessure, c'est le problème chez les sportifs, quand on est préparateur physique, c'est de leur faire des activités de renfort où ils soient en meilleure condition à la fin qu'au début. Donc si c'est pour les péter parce qu'on ne maîtrise pas l'outil, comme on peut le voir malheureusement beaucoup trop souvent, et là je répète pas qu'avec l'haltéro, hein, avec d'autres types d'exercices comme par exemple le squat, bon, et c'est et je terminerai là-dessus, c'est en partie pour ça qu'on ne voit pas beaucoup d'haltéro en prépa physique ou pas assez à mon goût, parce que malheureusement, comme dans la formation, c'est pas obligatoirement vu, eh bien, il est évident que quand on ne maîtrise pas l'outil, on ne va pas proposer un outil qu'on ne maîtrise pas à des athlètes au risque de les blesser. Bien sûr. Donc, il faut maîtriser l'outil. Je ne peux pas faire mieux que ça. Mais donc voilà, c'est ton œil, c'est votre œil qui dira, ouais, j'estime que le mouvement est suffisamment correct. Et je répète, au moins dans un premier temps, avec un travail en suspension départ genou, si vous estimez que le mouvement est très correct, il n'y a aucune raison de ne pas charger, hein. Voilà. Et à l'inverse, si vous estimez, c'est ce que on veut toujours mettre la charrue avant les bœufs, si vous estimez que le mouvement il n'est pas du tout correct, on ne va pas s'amuser à charger parce qu'on s'est dit, bah, l'haltérophilie étant un sport qui permet de développer la puissance, il faut que je charge. Oui, ça c'est vrai, encore une fois, si le- la technicité, la réalisation de l'exercice est faite correctement. Tu as mentionné l'utilisation du bâton pour apprendre l'haltérophilie. Moi, c'est mon point de vue, mais moi, j'aurais tendance à utiliser une barre plutôt, histoire d'avoir un peu de poids. Pas une barre chargée, mais histoire d'avoir un peu de poids pour avoir des sensations. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Alors, je valide. Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, on va prendre quand même deux catégories. Si je suis avec des enfants, quand je dis des Oui, enfants, parce que si la question peut tourner aussi sur l'âge, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir réaliser de la gestuelle altéro chez des enfants de 7-8 ans avec des manches à balai. Avec des bâtons, ça pose aucun problème. ouais, Euh, Par contre, évidemment, pour plus
plus tard. Alors notamment pour l'épauler, parce qu'autant l'arracher avec un bâton, ça se fait bien, autant l'épauler, quand on a un bâton, en fonction de la mobilité d'épaule des uns et des autres, des fois ça peut ressembler à tout et à rien. Je fais une petite intervention pendant le podcast, juste pour vous annoncer que pour la deuxième partie du podcast, la qualité sonore, la qualité audio va être réduite pour la simple et bonne raison que j'ai eu un petit souci technique pendant l'enregistrement de l'épisode. Donc voilà, la qualité audio va être un peu moins bonne. Et pour ceux qui sont sur YouTube, la vidéo va également disparaître. Je suis vraiment désolé pour ce petit malentendu. J'espère que vous apprécierez quand même la fin du podcast. Voilà, il y a eu plein de bonnes choses que Sébastien nous a transmises pendant ce podcast. Donc voilà, encore désolé pour ce malentendu, pour ce souci technique, et je vous souhaite quand même une bonne fin d'écoute. Donc effectivement, utiliser des barres à vide, c'est tout à fait recommandé. La grosse problématique, c'est ce que je disais juste avant, c'est il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont des moyens pour acheter un minimum de matériel. Une barre à vide de qualité, entre guillemets, du coup qui n'est pas un manche à balai ou qui n'est pas un DVC, ça a un coût relativement important. Une barre fille, même d'entraînement, c'est plus de 300 euros. Donc si on veut des barres d'initiation, alors ça se fait, des barres d'initiation de 5 kg, de 10 kg, il y en a, et c'est très bien, mais ça a un coût. Donc malheureusement, alors, parce que l'outil n'est pas forcément reconnu, pas maîtrisé, et du coup on se dit ça sert à rien d'aller l'utiliser ou d'acheter du matériel de ce type-là, parce que de toute façon on l'utilisera quasiment pas. Mais effectivement, dans une logique, alors si on prend l'exemple de l'haltéro pour l'haltéro, dans une logique d'entraînement chez l'enfant, il existe des barres de 2,5, des barres de 5, des barres de 10. Donc si on a le panel, un peu comme en musculation, si on a le panel de barres qui nous permet de les utiliser, et en quantité suffisante, il n'y a aucune raison qu'un gamin de 7-8 ans ne fasse pas des arrachés avec une barre de 5 kg. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et effectivement, en termes de ressenti, on va aller assez vite sur le travail avec barre, mais on commencera dans tous les cas, ne serait-ce que pour le travail du placement corporel, placement du dos, etc. etc. On commencera avec un autre. Et pour des personnes, pour des ados ou des personnes ou des adultes, le manche à balai, c'est indispensable ou une barre, même si admettons qu'on a les moyens d'avoir une barre, on privilégie la barre. Alors, là, je reviens sur moi, c'est mon expérience, mais vous en voyez bien assez autour de vous. Hein. Ouais. Quand on voit des fois, ne serait-ce que comment sont réalisés les squats, je fais un premier temps. En fait, le bâton, il sert à faire un test. L'exercice de mobilité globale par excellence, c'est le squat d'arraché, le overhead squat. Bon, Mm. ouais. Tu mets déjà la personne avec un manche à balai en overhead squat, et tu t'aperçois déjà de tous les déséquilibres, de tous les manques de mobilité, de tous les problèmes de placement corporel. Si tu rajoutes une barre, tu vas accentuer, dans un premier temps, tu vas accentuer les problèmes sur un type d'exercice comme ça. Donc le bâton, par exemple pour la verticalité, ou pour, encore une fois, le placement et l'évaluation de la mobilité globale, il est largement suffisant. C'est-à-dire que je répète, sur des exercices basiques, alors, qui sont pour le coup pas si basiques que ça en termes techniques, mais qui sont basiques au sens de l'haltérophilie, faire un squat d'arraché, si déjà tu es sur les pointes de pied avec le bâton, ça va pas s'améliorer avec la barre, ça va même éventuellement se dégrader encore plus. C'est-à-dire que tu vas obliger, si tu dis à la personne, non, il faut que tu aies les pieds à plat, elle va essayer de mettre les pieds à plat, mais qu'est-ce qui va se passer? Elle va se mettre en porte-à-faux avant parce qu'elle n'a pas la mobilité pour, et du coup elle va être obligée de mettre les épaules complètement en arrière, mais limite en luxation, parce que le seul moyen qu'elle ait d'équilibrer la barre, c'est de se tordre entre guillemets dans tous les sens. Donc vaut mieux le faire dans un premier temps avec un bâton, comme ça au moins on évite les risques. Voilà. Et encore une fois, c'est l'œil qui va te dire ça ressemble à ce que je veux ou ça ressemble pas à ce que je veux. Tant que ça ressemble pas à ce que je veux, je reste au bâton. Donc voilà, je répète l'exemple de la mobilité en brinf sur un spot d'arraché ou une mobilité d'épaule. On l'évalue déjà avec un bâton et quand on estime qu'on a corrigé le problème, s'il y a eu problème, on passe à la barre. Ouais, ça permet finalement d'avoir une phase de test. C'est Ouais, du testing, on c'est une évalue, sorte ouais. de testing. Voilà, pour le coup, comme tu feras un testing de souplesse des ischios, de souplesse de la cheville, tu fais un testing de coordination et tu fais un testing de placement corporel avec un bâton. Parce que on parlait tout à l'heure d'un saut bras tendu en départ en suspension haute, donc, tu commences à le faire avec un bâton et tu t'aperçois que des fois, déjà, la coordination pour le saut, elle n'est pas acquise. Et là, je ne parle pas des enfants, je parle des adultes.
Il y en a certains qui sont incapables de sauter avec un bâton. Ce qui peut paraître paradoxal, hein, mais j'ai pas les chiffres. Je dis, si je prends l'exemple de la population en stats, parce que je fais aussi, comme je suis enseignant en stats, j'ai assez de cobayes pour m'en rendre compte. On a bien 30% d'élèves dans un premier temps qui sont en incapacité de sauter correctement avec un bâton ou des bras. Donc voilà, quand je dis correctement, c'est-à-dire qu'ils sautent, soit ils sautent à mettre devant, soit ils sont sur les talons, et que pour le coup, il n'y a pas de forme, il n'y a pas une triple extension si magique que ça, puisque du coup la hauteur de saut, elle en devient limitée. Voilà. Ouais, c'est Donc, intéressant. moi, et puis Vas-y. tous les entraîneurs d'haltéro que tu croiseras te diront que l'outil, la baguette magique de l'entraîneur d'haltéro, c'est le bâton. Voilà, Ok. on a été formé au bâton, on enseigne au bâton, et quand on fait tout ça et qu'on maîtrise, après on passe à la suite, mais le bâton, ça reste un outil ouais, un outil pédagogique, on va appeler ça comme ça. Ouais, là, c'est la première étape avant de passer finalement à l'apprentissage pur, quoi. Alors après, je répète, hein, c'est comme partout, tous les gens veulent tout de suite mettre de la charge, mais je répète, autant tu peux faire un squat dégueulasse de rond, tu arriveras toujours à finir à monter ta barre, il y en a plein, vous en avez eu des kilos de vidéos, autant en haltérophilie, si la trajectoire n'est pas respectée, la barre elle monte pas. Ou la barre elle tombe, ou voilà, il y a un problème qui se passe à un moment donné. Donc voilà, il faut que déjà vous ayez et qu'on ait cet œil qui dit, voilà, ne serait-ce qu'avec un bâton, ça a l'air au niveau des paramètres que j'attends, ça a l'air de ressembler à une triple expansion efficace. Quoi. Tu parlais des personnes qui avaient des personnes plus âgées, hein, je parle d'adultes ou voilà, pas des enfants qui avaient du mal à faire des mouvements de base ou manque de mobilité, tout ça. Si moi je suis préparateur physique et je veux développer la puissance, mon objectif c'est développer la puissance avec mon sportif, est-ce que tu penses que ça vaut le coup de faire tout un travail d'apprentissage pour ensuite passer sur des mouvements, on va dire, propres techniquement d'haltérophilie, ou alors ça serait, entre guillemets, une perte de temps et vaut mieux passer sur des sommets techniques ou des mouvements de base qui sont moins techniques et donc aller directement sur le développement de la puissance? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je prêcherais plutôt le deuxième cas, dans le sens où des fois on n'a pas le temps, de toute façon, encore une fois, et surtout si le bagage technique n'a pas été acquis avant, si un jour vous vous entraînez avec des pros, par exemple, je vais prendre l'exemple du foot. Vous avez des pros au foot, vous voulez leur faire faire de l'haltérophilie. Comme ils Hmm. en ont, alors peut-être que dans 10 ans, je changerai de discours et qu'on me dira que maintenant, non, c'est pas le cas, mais si on prend l'exemple, personne n'a fait de l'haltérophilie. Donc du coup, si tu te dis, je vais leur faire faire de l'haltérophilie, tu vas leur faire faire quoi? Tu seras forcément obligé de travailler déjà sur les semi-techniques. Ça sera le premier critère. Et éventuellement, si ces semi-techniques sont faits correctement, on pourra envisager de travailler la puissance. Donc dans la logique, c'est comme ça qu'on devrait procéder. Si après, donc on revient sur la première question entre le squat et l'arraché par exemple, si effectivement tu as des sportifs qui ne maîtrisent pas du tout l'outil, avec lequel tu n'as pas forcément le temps d'avoir un apprentissage suffisant pour aller chercher le travail de puissance, tu vas t'arrêter à des exercices plus simples. Le squat par exemple, tu parlais du squat et du soulevé de terre, des exercices plus simples avec lesquels j'aurai quand même un développement de puissance, mais qui seront quand même pas aussi performants que ce que je pourrais atteindre avec l'outil haltéro. Donc dans la logique, je reviens à ce que j'ai dit, dans la vraie logique pédagogique, il faudrait d'abord avoir un apprentissage technique suffisant pour éventuellement d'ailleurs aller chercher un maximum de qualité technique qui va permettre de développer la puissance, mais au demeurant, encore une fois, ça va dépendre du type de sportif, du niveau du sportif et du temps de préparation que tu as avec eux. Le travail en semi-technique, il est suffisamment, j'allais dire, c'est qu'à dire puissant pour améliorer les niveaux de puissance que toi tu dois rechercher. Si déjà, on voyait que des choses correctes en travail semi-technique, largement, le bagage haltéro est suffisamment riche, le répertoire gestuel est suffisamment riche en semi-technique pour obtenir ce que tu veux obtenir avec tes sportifs. Donc, encore une fois, le but c'est pas de transformer les sportifs en haltéro, même si certains se débrouillent mieux que d'autres, mais l'idée c'est d'avoir une boîte à outils qui te permettent de piocher dedans et de dire avec ça j'obtiens tel ou tel paramètre. D'accord, donc finalement, il faudrait privilégier les semi-techniques dans un premier temps, et si jamais on a le Ouais. temps, si jamais c'est maîtrisé, là on peut passer sur du Bah, concret, quoi. l'idéal de l'idéal, c'est de te dire, par exemple, si tu as la chance d'être dans un club où tu peux gérer un peu les espoirs, par exemple, je prends le foot ou le rugby, mais tu gères les espoirs et après tu peux migrer un peu sur les pros, ou en tout cas tu peux voir leur évolution. C'est de dire, dès qu'ils vont rentrer chez les espoirs, ça sera encore mieux avant, mais
ils rentrent chez les espoirs, tu as le temps de les former en haltéro. L'idée, c'est de dire, quand ils vont sortir des espoirs, ils seront formés haltéro, au moins sur la gestuelle semi-technique, ce qui fait que quand ils vont rentrer chez les pros, on pourra continuer le programme, et encore une fois, avec cette idée de dire, j'évolue en termes de charge utilisée, et donc nécessairement, on peut supposer que la puissance qu'ils vont développer sera encore, c'est comme la force, c'est-à-dire qu'au fil des ans, on va gagner, si on gagne en technique, on va gagner aussi en force, si on gagne en force, on gagnera en puissance. C'est ce cheminement qu'il faudra avoir, mais il ne faut pas se dire, l'haltéro c'est un travail barre au sol, il faut absolument que je fasse un travail barre au sol. Si j'ai pas le temps, si mes athlètes ne le maîtrisent pas suffisamment, il ne faut pas prendre de risques, perdre de temps. S'ils maîtrisent vraiment les semi-techniques, il faut bosser sur les semi-techniques. Voilà, il y a assez de choses à faire. Il est bien assez ample l'outil pour piocher dedans et utiliser ce qu'on peut en tirer. Ouais, et puis l'adapter au cas par cas Ouais. en fonction des sportifs, quoi. Ce que je te dis, c'est que en fonction du niveau de pratique, du nombre d'entraînements par semaine, du matériel dont tu vas disposer, etc., tu vas. Voilà. Mais on revient au bâton. Déjà, si tu vois qu'un arraché, même debout, un arraché debout, départ en suspension haute, avec un bâton, il n'est pas maîtrisé, tu te doutes bien que c'est pas la peine d'aller chercher un travail avec charge derrière. Et que du coup, si tu vois que tu n'as pas le temps de leur apprendre ça, tu resteras sur ton squat. Et j'allais dire, le préparateur physique, il est toujours contraint par le temps. Donc si tu n'as pas le temps, tu fais au moins ce qui sera le moins pire et qui sera toujours favorable au développement athlétique. Ouais, c'est beaucoup de bon sens. Ouais, mais c'est souvent pas le cas. Toi, je pourrais te donner un exemple, je ne citerai pas le nom ici, et puis je vais blesser personne. Mais moi, j'ai déjà vu au moins un champion olympique, je ne donnerai pas la discipline, faire de l'haltéro, parce que justement, on lui disait de faire de l'haltéro, mais à qui on n'a jamais appris à faire correctement de l'haltéro. Du coup, ça ressemblait à tout, sauf à de l'haltéro. Okay. Et au-delà de développer la puissance, on était plus sur des pathologies du dos à la fin, que sur justement un outil qui permettait d'optimiser la performance. Donc, le bon sens, des fois, il ne prévaut pas toujours, malheureusement, et paradoxalement, même à très haut niveau, parce qu'on pourrait se dire, oui, c'est le cas dans des petits clubs, ou voilà, parce qu'ils n'ont pas de préparateur physique, ou parce que, voilà, bref. Non, des fois, à plus haut niveau, c'est mal intégré, et l'opposé de ça, c'est de dire, je ne maîtrise pas, je ne veux pas les blesser, je ne veux pas prendre de risques, du coup, j'en fais jamais. Voilà. Donc il y a les deux. Voilà. La logique voudrait qu'on soit au milieu des deux, et des fois, on s'aperçoit qu'il y a deux extrêmes, et que c'est pas encore. Cette logique-là, elle n'est pas totalement encore intégrée partout, en tout cas dans toutes les disciplines. Mais pour l'exemple que tu as donné avec le champion olympique, c'est presque une faute professionnelle de la part de son préparateur physique. Si à la fin, il y a une pathologie. C'est soit un problème d'ego de l'athlète, soit un problème d'encadrement. En tout cas, il y a un problème. Ouais. On ne peut pas envisager d'utiliser un outil si c'est pour, entre guillemets, fracasser, déglinguer, parce que là, c'était presque ça. Voilà. Mais je ne peux pas te donner la réponse. Mais il y a ce qu'on appelle ce que j'appelle dans le jargon d'entraînement, le COMDAB. C'est ce qui tue des fois le métier et la profession. Le COMDAB, c'est-à-dire, on nous a dit l'haltéro c'est bien, il faut en faire, donc on va faire de l'haltéro. Bon, on ne maîtrise pas l'outil, mais c'est pas grave, on va quand même faire de l'haltéro. Mais à un premier niveau, même si ça s'améliore, et heureusement, à un premier niveau, si on prend la musculation, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il faut faire de la musculation parce qu'on nous a dit que la musculation c'était bien pour améliorer les paramètres physiques. Donc on va faire de la musculation. Quand tu vois la plupart des squats qui sont réalisés par des athlètes, tu te dis qu'à un moment donné, il y a des choses qui n'ont pas été faites, pas respectées, et que du coup, cette logique qui peut paraître très binaire au demeurant, elle n'est pas respectée. Mais parce que l'encadrement n'est pas toujours au niveau, je ne dis pas tout le temps, je ne dis pas toujours au niveau de ce qu'il faudrait faire. Et peut-être vos générations à vous, j'ose espérer, seront meilleures que les nôtres, parce que, comme je te disais, moi je suis la première génération de préparateurs physiques en STAPS, notamment parce que la filière entraînement a été développée à ce moment-là. Mais encore une fois, si je prends l'exemple de moi à Clermont-Ferrand, dans mon université, j'étais le seul à pratiquer la musculation, dont la musculation était la spécialité. C'était pas du tout dans l'air du temps à l'époque. Donc entre il y a X années, au siècle dernier et maintenant, ça évolue parce que dans toutes les formations STAPS, la majorité, en tout cas en ES, vous êtes formés
pratique de la musculation et en partie à la pratique de l'haltérophilie. Donc on peut quand même supposer que dans un laps de temps relativement court, on ne retrouve plus ces erreurs et ces errances qu'on pouvait voir de la part de certains milieux sportifs et de certains préparateurs physiques qui pour le coup n'ont pas été formés comme vous le serez vous. Ça c'est un problème. Ouais, c'est vrai, on verra. Mais du coup, on a la chance d'avoir l'expérience des premières générations de préparateurs Les physiques vieux, pour. ça. C'est un avantage. J'aimerais passer sur un dernier sujet que tu as mentionné tout à l'heure, c'était l'apprentissage de l'haltérophilie chez les enfants. Tu as, dit qu'on pouvait le faire dès 7 ans, dès 8 ans. Quelle serait la logique d'entraînement? Tu as parlé des bâtons. Est-ce qu'il faudrait apprendre avec des semi-techniques ou des trucs très très simples voilà, et à quelle fréquence par semaine aussi? Combien de fois par semaine Déjà, pour optimiser? pourquoi 7-8 ans? Parce que il faut quand même, alors je vais dire, on pourrait faire la comparaison avec la gym. Si certains attaquent la gym beaucoup plus tôt, moi je fais toujours la comparaison gym et haltéro. Il faut quand même, comme il y a quand même une logique motrice, une logique de coordination, etc., c'est bien qu'on ait des enfants qui soient déjà en mesure de prendre conscience de leur corps. Donc la plupart du temps, si on les prend à 7-8 ans, souvent ça va être leurs premières activités, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de bagage sportif avant. Et donc c'est bien qu'on ait des enfants qui sont en mesure d'intégrer le placement corporel. Il y a aussi quand même une logique motrice qui ne va pas se développer très tôt, et il faut quand même attendre cet âge-là pour qu'il y ait une prise de conscience. Donc, à partir du moment où on décide de le faire avec des enfants, donc effectivement, on va reprendre mon exemple de bâton, etc., on va travailler sans charge, et on va travailler au-delà de la partie haltéro pure, on va véritablement travailler sur la coordination globale. Parce qu'à 7-8 ans, chez les enfants non sportifs, on s'aperçoit que la coordination globale, elle est relativement médiocre. Alors après, il y a des très très grosses disparités entre les enfants à cet âge-là déjà. Et donc là, je vais faire un peu de, comme je le fais à chaque fois, je vais faire un petit peu de publicité à la Fédé de l'haltéro. La Fédé de l'haltéro a mis en place des livrets éducatifs qui commencent à cet âge-là et qui vont jusqu'à 11-13 ans, de parcours d'habileté motrice à base de gestuelle d'haltéro. Mais quand on dit gestuelle d'haltéro, je reprends ce que j'ai dit en introduction, il y a cette fameuse triple extension. Donc tout ce qui est saut horizontaux, sauts verticaux, rentre dans cette logique de développement athlétique et qui nous permettront derrière d'utiliser après le travail avec bâton, le travail avec barre dans les années qui suivent. Donc déjà, si on est capable de développer athlétiquement, et là je m'adresse à tous les types de sports, il n'y a pas de limite, faire de l'habileté motrice à base de parcours athlétique, ça reste le fondement du développement athlétique du sportif, et plus tôt c'est fait et mieux c'est fait. Donc encore une fois, faire des lancers de wall ball, de medicine ball à un enfant, on le fait partir accroupi et il doit le jeter au-dessus de sa tête, ça pour le coup c'est de la gestuelle qu'on va transférer sur la gestuelle haltéro, et c'est une gestuelle qui nous permettra encore une fois d'augmenter, d'améliorer cette coordination globale, et puis en même temps d'améliorer, même si la charge elle est faible, d'améliorer, parce qu'il y a un déplacement du poids de corps à générer, de développer la puissance, puisque le gamin va améliorer la force de ses extenseurs, et donc voilà, progressivement on aura une amélioration de toute cette et de cette gestuelle et de ce niveau de force. Donc on peut commencer tôt, on peut commencer, si on a la chance d'avoir du matériel et de l'espace pour le faire, des parcours d'habileté, 3 fois par semaine chez un enfant de 7-8 ans, ça ne pose aucun problème. D'accord ? Je donne souvent l'exemple de la gym, c'est quand vous regardez l'entraînement des gymnastes dès le plus jeune âge, les contraintes elles sont bien plus importantes que ce que je viens d'édicter, et pour autant, le développement athlétique il se fait très bien. Donc on peut trouver un compromis entre, la question c'est pas d'en faire tous les jours, mais 2 ou 3 fois de parcours d'habileté motrice à base de gestuelle, notamment, on pourrait appeler ça de la pliométrie, même si on l'appellera pas pliométrie chez l'enfant, à base de bondissement et de saut, ça reste le b.a.-ba de l'entraînement physique chez l'enfant. Et donc après, si on en a la possibilité, c'est quand ils vont attaquer 2-3 ans plus tard, on va pouvoir commencer à travailler avec des barres, sachant qu'on aura fait le bâton bien évidemment avant, mais un gamin est tout à fait en capacité de faire un arraché flexion à 7-8 ans,
sans aucun problème avec un bateau. Et ce, peu importe la discipline. Je Et pense peu que importe la discipline, parce que c'est ce un qu'on fondement. s'aperçoit, c'est que justement, ce qui manque souvent aux athlètes de haut niveau, une fois qu'ils ont atteint l'âge adulte, ou en fin d'adolescence, c'est justement cette coordination globale. Là, c'est pareil, je ne fâche avec personne, mais si vous regardez notamment chez les sport co, en sport co, là c'est pareil, on a des sacrées disparités de coordination globale entre les uns et les autres. Donc, ça veut dire que dans le bagage éducatif jeune, il y a eu des manques. Et donc, pour le coup, ça veut dire que dans n'importe quel type d'activité sportive, on pourrait très bien intégrer des parcours d'habileté avec des focus soit sur la vitesse, soit sur la coordination, soit sur, encore une fois, soit sur la puissance à base de grandissement. Grouper tout ça, ça ne demande pas en plus un matériel de folie, voilà, et qui vont permettre progressivement d'aller dans un avenir proche utiliser les charges et utiliser l'haltérophilie comme outil ultime de développement. Voilà. Ouais, donc est-ce qu'on pourrait considérer que l'haltérophilie, et par haltérophilie j'entends tous les mouvements d'apprentissage qui vont avec, est-ce que finalement ce serait pas quelque chose d'indispensable? Est-ce qu'on pourrait mettre le mot indispensable Alors de... moi, évidemment, je vais pas te dire que c'est le contraire, au contraire, je vais te Oui, dire, forcément c'est indispensable. On va reprendre l'exemple de mon squat d'arraché. Si tous les gamins savaient faire un squat d'arraché au bateau à 7-8 ans, ce qui est le cas, mais qui des fois pour certains commence à déjà être une problématique, ne serait-ce que de mobilité, si tous les jours, entre guillemets, on leur faisait faire du squat d'arraché, on s'apercevrait que tout le monde à 15 ans est en capacité de faire un squat d'arraché sans aucun problème. C'est toujours la même chose, c'est comme la mobilité, c'est comme tout. À partir du moment où on n'utilise jamais ses articulations en amplitude maximale, on s'aperçoit que très tôt, puis à un âge pas forcément très avancé, on va reprendre l'exemple des sport co, on a une très très grosse limitation de mobilité de l'articulation de la cheville en termes d'amplitude. Parce que pourquoi? Parce qu'elle n'est jamais sollicitée. Donc si elle était sollicitée correctement depuis un âge relativement jeune, il n'y aurait pas cette problématique de manque de souplesse des ischios, des chevilles, etc. Parce que c'est quelque chose qui serait intégré dans la culture sportive du jeune et qu'on aurait entretenu pendant un temps relativement long. Ça fait partie de la motricité de base. Notre ancêtre Georges Hébert avait très bien compris ça et c'est pour ça qu'il avait mis en place des parcours spécifiques de développement des différentes qualités physiques avec des cotations. Ça, on l'a perdu. Alors, on l'utilisait en STAPS jusqu'à il y a quelques années, mais c'est pareil, c'était dans l'esprit de certains pédagogues, c'était pas forcément intéressant ou envisageable. Malgré tout, ça reste la motricité globale, reste le fondement du développement des qualités physiques. On reprend ce que j'ai dit tout à l'heure. hmm. Si tu n'es pas capable de faire un squat en évitant de monter sur les pointes de pied, jamais tu feras un squat lourd parce que tu vas gérer le déséquilibre et que tu ne seras pas en capacité de développer ta force. Donc, voilà. Le B.A.B.A. du B.A.B.A. chez l'enfant, ça serait justement, encore une fois, le développement de motricité globale et qu'on peut acquérir basiquement par des parcours d'habileté et qu'on va pouvoir amplifier, je reviens à ce que j'ai dit, par l'haltérophilie, parce que dans l'haltérophilie, on retrouve une gestuelle dont tous les sportifs ont besoin à un moment donné dans leur activité. D'accord. Bah, c'est hyper intéressant. Et ça conclut ce podcast qui était du coup très, très axé sur l'haltérophilie. Est-ce que tu aurais Ouais. t'aurais un mot de la fin pour finir? Mot de la fin, alors je l'ai dit à la Félix, c'est dommage qui justement, je parlais, parce qu'on me demande souvent où est-ce qu'on peut se procurer ces fameux livrets qui, alors je répète, ils n'ont pas transcendé, ils n'ont pas révolutionné l'activité de l'enfant, mais ils ont eu cette logique de pouvoir montrer des parcours, des circuits qui permettent de donner des idées à des éducateurs sportifs, des jeunes notamment, dans les clubs, d'avoir des outils de développement athlétique sans forcément passer par la case musculation, qui reste très péjoratif chez le jeune malheureusement, mais on peut dire que chez l'enfant c'est pas un problème, et que du coup, si vous avez la possibilité de contacter les cadres techniques fédéraux et de vous procurer ces livrets-là, vous verrez qu'il y a des outils qui sont simples à utiliser et qui vont vous permettre d'aborder après l'haltérophilie technique de manière beaucoup plus facile parce que vous aurez déjà des enfants qui seront dégrossis et qu'on aura des gains, une optimisation de la puissance qui sera plus importante. Ils ont même, et je termine là-dessus, fait un livret sur le port de sac à dos chez le gamin en primaire, voilà, pour montrer que déjà ça s'apprend, encore une fois, dès le plus jeune âge, que quand on fait placer son dos pour aller ramasser une charge au sol, après notamment quand on va aller chercher une barre en haltérophilie, déjà le placement global de base
sera déjà acquis. Voilà, donc je termine là-dessus. C'est voilà, plus tôt on pourra l'intégrer, plus tôt techniquement ça sera bon, et plus pour les préparateurs physiques, plus on pourra espérer et tirer de cet outil-là des gains importants en termes de performance. Bah Voilà, ça conclut bien le podcast. Merci beaucoup pour ton temps, pour c'est un plaisir. toutes les astuces, tout ce que Bonne, tu as pu livrer. bonne continuation à toi et puis bon courage pour la suite. Merci. Allez, ciao, à À bientôt. bientôt. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.